Alors, nous reprenons donc la suite du chapitre 2.3, la circulation de l'influx nerveux, donc toujours dans la partie 2, appareil locomoteur et motricité. Alors, nous avions vu donc dans la vidéo précédente le potentiel d'action, donc sa mise en évidence, son tracé graphique, sa représentation graphique, et les caractéristiques du message nerveux. On va donc maintenant aborder dans la partie 2 du cours la propagation de l'influx nerveux au niveau du neurone, donc une seule cellule nerveuse. Alors, il est évident de comprendre tout de suite que la vitesse de propagation, c'est-à-dire la vitesse de circulation du message nerveux à l'intérieur des neurones, va varier en fonction de différents critères. Alors, le premier critère, il faut savoir que dans notre corps, on a donc des neurones plus ou moins petits, et donc les axones ont un diamètre plus ou moins large. Donc, le premier critère, c'est le diamètre de l'axone. Alors, vous avez ici donc un tableau dans lequel on représente tout d'abord le diamètre, ce qui nous intéresse, donc le diamètre de l'axone. On peut mettre, si vous voulez ici, rajouter diamètre de l'axone. Donc vous voyez que c'est en micromètres. Et on a pour chaque diamètre la vitesse de l'influx nerveux. Et alors là, c'est en mètres par seconde. Donc c'est bien une vitesse, donc à l'échelle cellulaire, mètres par seconde. Ensuite, on a deux catégories de cellules nerveuses. Vous vous souvenez, au niveau de l'axone, soit on a une gaine de myéline, vous vous souvenez, ce sont les petits manchons que l'on dessinait tout le long de l'axone avec les nœuds de Ranvier entre. Donc ça, c'est une fibre myélinisée. Et une fibre sans myéline, c'est une fibre où il n'y a que l'axone. Il n'y a pas du tout de myéline autour. Donc la comparaison de ce tableau va se faire en deux temps. Alors je vous laisse regarder ce tableau quelques secondes et essayer de trouver justement quels sont les deux critères de comparaison, sachant que l'on veut mettre en évidence l'influence du diamètre de l'axone sur la vitesse. Alors, si on regarde, donc on va prendre une fibre en fait myélinisée, d'accord, puisqu'en fait c'est la seule fibre pour laquelle on a trois diamètres différents, d'accord. Donc, vous allez entourer ou surligner peut-être entourer plutôt, entourer en rouge donc ces trois diamètres, et on voit bien que on a les vitesses correspondantes à côté. Alors, si on revient au niveau des diamètres, on voit bien que lorsqu'on part du bas vers le haut, on voit bien que le diamètre augmente. D'accord. On passe de 3 à 10 et enfin on double à 20 micromètres pour les plus gros. Et on se rend compte que lorsque la flèche est dirigée dans le même sens pour la vitesse, on voit bien qu'on passe d'une vitesse de 11 à 100 mètres par seconde, c'est-à-dire qu'on multiplie par 10. Alors que pour ici, on a multiplié à peu près par 7. D'accord. Donc on voit bien ici, première chose, c'est lorsque l'axone a un diamètre de plus en plus gros, plus important, l'influx nerveux, donc le message nerveux, circule de plus en plus vite. Donc ça, c'est la première chose. Alors on va anticiper un petit peu par rapport à la partie suivante, le paramètre suivant, c'est la myéline. Lorsque la fibre, l'axone est myélinisé ou lorsqu'il n'est pas myélinisé. Donc là, pour tenir compte uniquement de la présence de myéline, est-ce que la myéline va influencer la vitesse de propagation du message nerveux? On est obligé de sélectionner deux lignes pour lesquelles le diamètre ne change pas. Donc là, on n'a pas vraiment le choix, vous voyez bien dans le tableau, ce sont les diamètres de 3 micromètres. Donc là, on a le même diamètre, ça veut dire que là, on ne tient pas compte de l'influence du diamètre, on l'a déjà vu juste avant. Donc pour deux fibres qui ont le même diamètre, il y en a une qui est myélinisée et l'autre qui n'est pas myélinisée. Et on voit bien ici que lorsqu'elle est myélinisée, on a une vitesse de 11 mètres par seconde, donc là j'ai mis 5 plus, et lorsqu'elle n'est pas myélinisée, la vitesse est 5 fois plus faible, à peu près. D'accord. Donc j'ai mis un seul plus. Donc pareil, sur votre cours, entourez donc en vert ou d'une autre couleur ces deux diamètres, ces deux vitesses. Mettez bien en vert aussi, pour garder la même légende au niveau des couleurs, fibres myélinisées et sans myéline, parce que c'est bien ce qu'on compare, présence ou absence de myéline. Et là, mettez bien ici donc 5 plus, parce qu'il y en a 5 fois plus,
Donc l'influx nerveux va 5 fois plus vite lorsque la fibre est myélinisée. D'accord? Donc là, vous allez pouvoir modifier un tout petit peu le cours. Donc conclusion, finalement, il y en a deux. On va reprendre, donc j'ai mis en rouge en fait, donc ça vous pouvez le surligner, il est déjà présent dans le cours. Donc surlignez bien en rouge par rapport à ce qu'on a encadré en rouge tout à l'heure. C'est que plus le diamètre de la fibre nerveuse augmente, plus la vitesse de transmission augmente. Ça veut dire plus le message va rapidement à l'intérieur de votre neurone. Par contre, là vous pouvez le rajouter sur votre cours à ce moment-là, c'est pas grave, on en reparlera juste après, mais si on le répète, ce n'est pas gênant. Donc là, c'est la phrase de conclusion qui est en lien avec ce qui est en vert et qui est encore ici sur cette diapo. C'est que l'influx nerveux circule plus rapidement, à peu près 5 fois plus vite, dans une fibre myélinisée par rapport à une fibre non myélinisée. Autrement dit, la myéline va permettre au message nerveux d'aller beaucoup plus vite au niveau de votre neurone. Voilà, donc on a le premier critère dans le cours, hein, le diamètre de l'axone, mais on a déjà répondu, en regardant ce tableau, au deuxième critère qui est donc la présence ou non de myéline. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en pause évidemment cette vidéo, ça va un peu trop vite, pour compléter votre cours exactement comme il apparaît ici sur cette diapo. Donc le deuxième critère, c'est la myélinisation des fibres, autrement présence ou absence de myéline. Donc petit rappel, donc je vous ai remis un petit document pour rappeler ici qu'on a ici l'axone. Ensuite je vous ai dit qu'il y a une cellule en fait qui va s'enrouler autour de l'axone et qui a formé donc plusieurs couches. On le voit très bien ici en spirale. On le voit encore mieux ici en coupe. C'est bien la cellule de Schwann qui va s'entourer plusieurs fois autour de l'axone. Et justement, cette accumulation de couches va former justement cette gaine de myéline. Et on sait que lorsqu'il y a absence de gaine de myéline, on voit de temps en temps, on a des structures, des éléments qui s'appellent les nœuds de Ranvier. Donc là, il n'y a pas de myéline. Donc l'axone, la gaine de myéline qui est donc une cellule qui s'enroule autour de l'axone, et donc la partie, c'est qu'on voit moins bien, qu'on voit un peu mieux ici, c'est donc le nœud de Ranvier. Donc ça c'est la myéline. Alors, je vous ai mis ce petit schéma en haut à droite pour vous rappeler sur quoi on est en train de travailler. Donc ce que vous devez retenir, c'est que la myéline, donc la cellule qui s'enroule plusieurs fois autour de l'axone, a un rôle qui ressemble à un isolant électrique. Ça veut dire qu'en fait, le courant électrique, qui finalement c'est votre message nerveux, ne peut pas passer au travers de votre axone lorsqu'il y a de la myéline autour. D'accord? Autrement dit, on l'a vu, le message nerveux, c'est un transfert d'ions sodium et potassium. Donc en fait, au niveau de l'axone qui est caché par la gaine de myéline, il n'y a pas de canaux potassium-sodium. D'accord? Donc il n'y a aucun mouvement d'ions au niveau de la gaine de myéline. Donc justement, s'il n'y a pas possibilité de faire passer le message nerveux au niveau des portions d'axone qui sont recouvertes par la myéline, il faut comprendre que toute l'activité électrique de votre neurone se situe uniquement au nœud de Ranvier. Donc comme les nœuds de Ranvier ne sont pas recouverts de myéline, c'est au niveau de ces toutes petites portions d'axone où il y a une très forte densité de canaux sodium et potassium. Ce qui veut dire que c'est au niveau des nœuds de Ranvier où il y a justement ces fameux mouvements d'ions Na+ et K+ qui permettent le passage de l'influx nerveux. Donc retenez bien, la myéline c'est un isolant, donc aucune activité électrique au niveau de la myéline. Par contre, l'activité électrique se trouve uniquement au nœud de Ranvier. Alors, vous verrez, ça va expliquer pourquoi. Donc, si vous voulez, lorsqu'un potentiel d'action est engendré, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un potentiel d'action qui est créé au niveau d'un nœud de Ranvier, ce potentiel d'action ne peut pas se propager dans l'axone sous la gaine de myéline. Ce potentiel d'action, en fait, va sauter, en fait, la gaine de myéline pour aller au nœud de Ranvier suivant. D'accord? Donc, tout ça, on va justement le montrer avec un petit schéma. Le fait qu'un potentiel d'action passe d'un nœud de Ranvier à un autre, vous voyez qu'en fait, ce potentiel d'action va sauter les gaines de myéline, les différents manchons de la gaine de myéline. Donc en fait, on dit bien que le potentiel d'action se transmet, se propage de façon saltatoire. Donc saltatoire, ça veut dire par saut. Donc le potentiel va faire des sauts,
ici, entre chaque nœud de Ranvier, sans perdre d'amplitude. Ça veut dire qu'il va garder exactement la même forme, hein, ce potentiel, donc avec la dépolarisation, repolarisation, hyperpolarisation. Donc le pic ne va pas diminuer, il va rester exactement le même. Donc ce qui veut dire que, alors quand un potentiel d'action est passé au nœud suivant, il ne peut pas revenir en arrière. Ça veut dire qu'il est obligé d'aller au nœud de Ranvier suivant. Donc si on part de la gauche vers la droite, le potentiel va toujours de la gauche vers la droite. Il est incapable de revenir en arrière. Donc on vous dit bien ici que le potentiel d'action, hein, ne se propage pas de façon rétrograde. D'accord, ça c'est important. Alors vous avez un petit schéma dans votre cours, le document 7, qui vous explique cette fameuse propagation saltatoire. Donc le mot très important ici, hein, n'hésitez pas cette expression propagation saltatoire à surligner. Donc ici, vous voyez, on a 3 fibres, mais en fait c'est la même fibre à des temps différents. Donc là on retrouve l'axone en blanc, on a en gris les manchons de gaine de myéline, et les endroits où il n'y a pas de gaine de myéline, donc on a les nœuds de Ranvier. D'accord? Donc ça, on le connaît. Donc au temps numéro 1, on voit bien qu'ici, il y a un potentiel d'action sur le nœud numéro 1. Donc on voit ici sodium, puisqu'en fait c'est surtout un mouvement de sodium qui va permettre la dépolarisation. Ça on l'a vu dans l'animation. On prend donc finalement la même fibre à un temps 2. On voit bien, vous voyez, la fibre a été un peu déformée. On voit que le potentiel d'action ici passe directement ici au nœud numéro 2. Donc, vous voyez que le potentiel d'action est incapable de se former ici dans l'axone recouvert par la myéline. Donc, on a un potentiel d'action qui est au nœud 1. Ensuite, on a donc modification quand même des ions ici. Et le potentiel passe au nœud numéro 2. Donc, en fait, si on prend le même schéma, le potentiel arrive ici. Ensuite, il saute, il arrive ici. Et ensuite, il va sauter au nœud suivant, au nœud numéro 3. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il va vraiment se propager de façon saltatoire, donc par des sauts. Donc ça, c'est uniquement lorsque la fibre nerveuse est recouverte de myéline. Je répète, la myéline est un isolant. Donc le potentiel ne peut pas se propager donc, au niveau de la myéline. Alors, j'ai rajouté dans le cours un document supplémentaire qui permet vraiment de comparer la transmission du potentiel d'action entre une fibre myélinisée et une fibre non myélinisée. Donc là, on replace le contexte. Vous avez ici donc votre axone avec le milieu intracellulaire, ici le milieu extracellulaire. Donc vous voyez ici, hein, on l'a vu, hein, le potentiel d'action, c'est un changement de charge. D'accord? Donc on voit ici que le potentiel d'action se trouve à cet endroit-là, puisqu'on voit bien que les charges sont, ici, les charges sont positives à l'intérieur et elles deviennent donc ensuite, elles s'inversent. Donc vous voyez que l'axone qui n'a pas de myéline, vous voyez que chaque charge va devoir se déplacer de proche en proche. Alors je vais mettre un petit stylo juste ici pour ajouter. Donc ensuite, cette charge va ensuite se déplacer. Celle-ci va se déplacer ici. Donc vous voyez qu'en fait, chaque charge se déplace par rapport à la charge qui est quasiment à côté d'elle. Donc vous voyez que le trajet, finalement, pour que le message nerveux parcourt cette distance, c'est relativement lent, puisque chaque charge doit être modifiée. D'accord ? Donc ici, dans le cours, vous pouvez noter, donc vous surlignez bien, que lorsque l'axone n'a pas de myéline autour de sa fibre, hein, la vitesse de propagation du potentiel d'action est très lente, puisqu'en fait, on appelle ça une conduction de proche en proche. Votre potentiel d'action, lorsqu'il se situe ici, il va se propager juste à côté, et encore à côté, d'accord? Donc il va vraiment faire de proche en proche, il va faire charge par charge, donc c'est très lent. Par contre, lorsque l'axone est myélinisé, vous voyez ici que votre potentiel d'action est ici, mais comme il ne peut pas se propager à cet endroit-là parce que vous avez de la gaine de myéline, le seul endroit où il peut se propager, c'est au nœud de Ranvier suivant. Et ensuite, une fois qu'il s'est propagé ici, il va à nouveau sauter le manchon de myéline suivant pour se propager au nœud suivant, et ainsi de suite. Donc là, finalement, le potentiel d'action, il ne perd pas trop de temps, il va carrément sauter des portions complètes d'axone, donc pour éviter la myéline, et donc sa propagation va être beaucoup plus rapide.
Et là, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est une conduction saltatoire. Ça veut dire que là, le potentiel d'action va se propager grâce à des sauts successifs. Donc, il va sauter autour des manchons de méline. Donc là, évidemment, les axones myélinisés ont un message nerveux qui passe vraiment très rapidement. Alors, on vient de voir ce qui se passe au niveau d'un neurone. Maintenant, on va s'intéresser à la propagation de l'influx nerveux au niveau d'un nerf. Alors, pour rappel, bon, ça vous ne l'avez pas dans le cours, mais je vous renvoie au début du cours. Il faut savoir qu'un nerf, c'est une structure du système nerveux qui est composée de plusieurs prolongements, hein, donc d'axones. Donc, en gros, un nerf, c'est donc composé de plusieurs neurones. Donc, vous avez ici la coupe d'un nerf avec, donc, vous vous souvenez, hein, les différents vocabulaires qu'on a vus, hein, endonèvre, épinèvre, périnèvre. Donc, ça, je vous renvoie au schéma sur le nerf. Donc là, vous avez votre nerf qui est en coupe. On voit bien que dans chaque nerf, il y a donc des fascicules. Donc des fascicules, hein, ce sont des petits îlots qui regroupent donc les axones. Donc chaque petit point ici représente un axone. D'accord ? Donc retenez bien, un nerf est composé de plusieurs axones issus donc de neurones. Donc je l'ai remis dans le cours, donc surlignez bien, un nerf est un ensemble de fibres nerveuses. Et on le voit très bien sur ce schéma, les axones ont des diamètres différents et en plus, ils n'ont pas le même seuil d'excitabilité. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Donc, ils ne vont pas réagir forcément au même degré de stimulation. Donc, vous allez voir que tout va être décalé au fur et à mesure. Donc là, vous avez une petite modification à faire dans votre cours, hein, ici. Donc, j'ai mis un T, hein, en rouge. Donc, j'avais un C, hein, j'ai vu une petite faute. Donc, mettez bien ici un T. Donc surlignez bien que la réponse d'un nerf aux stimulations est différente de celle d'un neurone. Si on se souvient bien, un neurone, on le stimulait. Si c'était faible, il ne répondait pas. Si on dépassait le fameux seuil d'excitabilité, il répondait. Il répondait par un potentiel d'action. Et si on le stimulait encore un peu plus, il répondait par le même potentiel d'action. Donc c'était toujours le même pic, sauf que on avait plus de potentiel d'action par unité de temps lorsque la stimulation était forte. Donc si on se souvient, le neurone codait le degré de stimulation par rapport au nombre de potentiels d'action par unité de temps. Donc autrement dit, par la fréquence de potentiel d'action. Donc là, on va voir que c'est complètement différent, puisqu'en fait, le nerf ne répond pas du tout à la loi du tout ou rien. D'accord ? Donc ce qu'on a expliqué pour le neurone. Alors je vous ai remis aussi en haut à droite donc, le schéma du nerf. Donc il faut reprendre le document 9 qui indique le codage du message nerveux au niveau d'un nerf. Alors pour ce document, il va falloir aussi rajouter donc certains traits. Donc la première chose, on voit bien que, alors, je vais peut-être enlever ça, on va déjà regarder. Donc ici, vous avez l'étude du potentiel nerveux. Donc vous voyez en fait ici, ce n'est pas du tout, alors je vais le remettre en rouge si je peux. Voilà. Donc on ne parle plus de potentiel de membrane, on parle de potentiel nerveux. D'accord? Donc faites très attention à ça, surlignez. Donc vous pouvez le surligner ici et le surligner aussi au niveau de l'axe des ordonnées. Alors il s'exprime toujours en millivolts, hein, mais ce n'est plus un potentiel de membrane, c'est le potentiel nerveux. On parle même de potentiel nerveux global. Donc ici, on a donc la réponse, si vous voulez, de le graphique qui indique la réponse de votre nerf, alors qu'ici, ce deuxième graphique vous indique le degré de stimulation électrique. Donc vous voyez les intensités, pareil en millivolts. On va stimuler, donc là on a une stimulation qui est de 10, ensuite de 15, 20. Donc en fait on a des stimulations croissantes. Et on veut voir ce qui se passe au niveau d'un nerf. Donc première chose que vous allez rajouter sur votre graphique, donc c'est à droite ici, on voit que sur cette première portion, donc séparez bien les premières stimulations, vous voyez qu'on passe de 10, 15, 20. Donc la stimulation est croissante. Et pourtant ici, vous pouvez rajouter, il n'y a pas de réponse. Votre nerf ne répond pas. Autrement dit, aucun neurone qui constitue votre nerf n'a dépassé son seuil d'excitabilité. Ça veut dire que là, il n'y a pas du tout de potentiel nerveux. Donc après, vous pourrez l'abréger PN, hein, si vous voulez. Hein. PM, potentiel de membrane, donc pour un neurone, et potentiel nerveux pour un nerf.
Donc là, tracé plat. Attention, on n'est pas à moins 70 comme pour le neurone, hein. Vous voyez qu'on commence bien à 0. Donc c'est un graphique tout à fait classique. Ensuite, on a les stimulations suivantes. On peut aller jusqu'à I4 jusqu'à I7. Vous voyez, on va de 5 en 5, donc de 25 jusqu'à 40. On est ici. On voit bien que les stimulations sont toujours croissantes. Hein, elles augmentent toujours. On augmente leur intensité. Et là, on voit bien que des pics apparaissent. Alors attention, ces pics ne sont pas des potentiels d'action. Vous voyez qu'on n'a pas, on n'est pas à moins 70, on n'est pas à plus 30, on ne descend pas à moins 80. Ce n'est pas des potentiels d'action, ce sont des pics. D'accord? Alors on voit bien que pour I4, pour une intensité de 25, on a un pic qui fait à peu près une trentaine de millivolts. Quand on stimule en I5 à 30, on voit bien qu'on atteint un peu plus de 40. Ensuite, on est à 50 et on atteint 60 pour la dernière stimulation d'une intensité I7, donc à dire à 40 millivolts. Donc vous voyez que là, plus on stimule notre nerf, plus le pic, le potentiel nerveux augmente. D'accord? Ce qui veut dire que dans votre nerf qui est là, il y a de plus en plus de neurones qui réagissent à cette stimulation. Autrement dit, il y a de plus en plus de neurones pour lesquels on a dépassé le seuil d'excitabilité. D'accord? Et enfin, donc, la troisième partie des deux graphiques, on voit bien ici. Donc ici, vous pouvez rajouter une réponse du nerf, puisqu'il y a apparition d'un pic, et on voit que le potentiel nerveux est croissant, c'est-à-dire qu'il augmente progressivement. Plus l'intensité augmente de stimulation, hein, plus votre nerf répond fortement. Donc de plus en plus de neurones réagissent. Et enfin, ici, on continue avec des stimulations qui atteignent quand même des valeurs de 55 millivolts pour la plus haute, hein, la plus forte, I10. Et on se rend compte ici que le potentiel nerveux ne varie pas. Il ne varie plus. Il est à son maximum. D'accord? Alors, je vous laisse y réfléchir 2 secondes. Pourquoi on stimule de plus en plus fort et le pic du potentiel nerveux reste stable? Donc, il faut raisonner par rapport à de quoi est composé le nerf. Donc, il est composé d'un ensemble de neurones, d'axones, et chaque axone réagit donc à des seuils d'excitabilité. Alors, vous pouvez le noter à côté, parce que là, j'ai pas de place, je l'ai mis juste à côté. Donc, le nerf répond toujours, puisqu'on voit bien qu'il y a des pics. Donc, dès qu'il y a un pic, c'est qu'il y a une réponse. Hein. Ensuite, le potentiel nerveux reste identique, malgré des stimulations plus fortes. D'accord? Je voulais juste faire un petit schéma, je vais essayer de le faire. Alors, regardez ici, on va utiliser donc le petit schéma qui est à côté. Donc, lorsque je stimule I1, I2 et I3, je n'ai pas de réponse. Ça veut dire que là, dans mon nerf, aucun neurone, aucun axone réagit. Ici, par contre, quand je fais une intensité I4 à I7, il y a de plus en plus de neurones qui réagissent. Donc, autrement dit, par exemple, lorsque je stimule en I4, on va dire que là, cet axone va réagir, cet axone va réagir, celui-ci et celui-ci. D'accord? Et donc, ces 5 neurones qui réagissent vont permettre l'apparition d'un petit pic ici. Quand je vais stimuler en I5, tous ceux que j'ai déjà mis en rouge vont réagir à nouveau, mais comme on augmente la stimulation, l'intensité, d'autres neurones vont voir leur seuil d'excitabilité augmenter. Donc aux 5 premiers que j'ai mis en rouge, il y en a d'autres qui vont répondre. En I6, c'est la même chose, ceux que j'ai déjà mis en rouge ont déjà réagi, et j'en rajoute encore quelques-uns. Et en I7 aussi. Donc là, évidemment, plus on augmente, plus on peut mettre en rouge les axones. Alors que se passe-t-il quand je suis en I8? Donc en I7 a priori, vous voyez qu'entre I7 et I8, j'en rajoute encore. Sauf qu'entre I8 et I9, j'augmente mon intensité, mais je n'ai plus du tout de variation du potentiel nerveux. Ce qui veut dire qu'en I8, tous les axones qui étaient là ont été stimulés. C'est-à-dire que tous les axones de tous les fascicules ont été stimulés. D'accord?
et que même si on continue à augmenter la stimulation, comme tous les neurones ont déjà été stimulés et ils ont déjà tous répondu, ben en fait, il n'y a plus du tout d'axones qui vont se rajouter. Autrement dit, à partir de I8, on a pu stimuler tous les axones de tous les fascicules de votre nerf. D'accord? Voilà, donc n'hésitez pas à revenir un petit peu en arrière pour reprendre l'explication de ce graphique si ce n'est pas compris. Si vous avez des questions sur justement ce graphique-là, n'hésitez pas à noter sur votre cours ou sur une feuille de brouillon votre question et vous me l'envoyez soit par messagerie pour que j'y réponde assez rapidement, ou alors vous la préparez lorsqu'on se verra donc en cours. Voilà, donc on a ici, on a donc le cours correspondant, le potentiel global ou maximal du nerf augmente progressivement. Donc potentiel global, c'était le potentiel nerveux qu'on avait sur le schéma précédent. Donc il augmente progressivement en même temps que l'intensité de la stimulation. Ce qui veut dire que il y a de plus en plus d'axones, donc de plus en plus de fibres nerveuses du nerf qui répondent aux stimulations. Donc il y a de plus en plus de fibres qui dépassent leur seuil d'excitabilité, qui commencent à produire des potentiels d'action. Lorsque toutes les fibres nerveuses du nerf sont recrutées, autrement dit, lorsqu'elles sont toutes stimulées, le potentiel global nerveux a une amplitude maximale. Donc ça, c'est le graphique précédent entre I8 et I10. Donc ce potentiel n'augmente plus, même si on continue à augmenter l'intensité des stimulations. Ça, c'est vraiment très important. Donc au bout d'un moment, on a déjà stimulé tous les axones, on ne peut pas augmenter ce potentiel. Donc, pour conclure sur le codage de comment le nerf est capable de faire passer un message nerveux, il va le faire en amplitude. Donc l'amplitude, c'est la hauteur des pics. Donc plus le message nerveux va correspondre à une stimulation de plus en plus forte, plus la stimulation sera forte et plus le pic sera haut. D'accord ? Alors que je rappelle, le neurone, lui, n'est pas capable de faire varier l'amplitude du potentiel d'action. Le potentiel d'action a toujours la même amplitude. Donc le neurone, lui, pour faire passer le message « attention, là, la stimulation est plus forte », il va produire plus de potentiel d'action sur une même unité de temps. D'accord ? Donc le neurone code le message nerveux en fréquence de potentiel d'action, alors que le nerf code le message nerveux en amplitude du potentiel nerveux. Voilà, donc on a terminé le chapitre 2-3, donc sur la circulation de l'influx nerveux. Donc je répète, n'hésitez pas à revoir les deux vidéos correspondant à ce cours pour compléter le cours. S'il y a encore des questions, soit sur le cours, soit sur les activités qui ont été faites, soit en autonomie, soit en classe, n'hésitez pas, on pourra prendre un petit peu de temps pour faire un bilan.